Au terme d'une chevauchée menée à vive allure, ils aperçoivent un détachement ennemi. Avant d'être eux-mêmes vus, ils mettent pied à terre, abrités dans la pénombre d'un fourré. Pacaille cache sous un buisson son masque, sa cagoule et sa houppelande, puis se dirige seul et à pied à la rencontre des singes venus. S'enchaîne, lui, s'éloigne discrètement, entraînant avec lui les deux chevaux. Le premier singe venu qui aperçoit Pacaille se frotte les yeux et alerte ses compagnons, leur criant qu'arrive vers eux un étrange visiteur, en tout point semblable à eux, mais vêtu de poils ras. Curieux, plusieurs singes se précipitent, entourent l'inconnu et le dévorent du regard et le harcelèrent de questions. Calmement, Pacaille leur explique qu'il est singe mendiant, parcourant le monde à la recherche de la sagesse et de bonnes tables. Il précise: Je croyais avoir trouvé le pays rêvé. Où ça? Pas très loin d'ici, au royaume de Sorrow, où j'étais traité comme un prince. Pourquoi en es-tu parti? Par simple précaution, répond Pacaille, avec une petite moue. Je n'aime pas du tout l'épidémie de peste qui vient de s'y déclarer. Au début, elle ne frappait que les humains. Je m'en moquais, mais quand j'ai vu partir deux de mes compagnons au pays des sept fontaines, plutôt que de risquer de les suivre, j'ai préféré reprendre mon bâton de singe mendiant. J'espère que vous me permettrez de vivre quelque temps parmi vous, parmi nous. Tu n'y penses pas. Des mendiants comme toi, nous n'en voulons pas, espèce de pestiféré. Retourne dans ton beau royaume. Quant à nous, nous rentrons chez nous, sans plus attendre, et nous fermerons notre frontière à tous les pestiférés de ton genre. Allez, oust! Tout doux, grand chef. Je n'ai pas plus le bâton que tu n'aimes la peste. Néanmoins, je vais me retirer avant que tes aisselles ne te démangent. Vous devriez pourtant me remercier pour les informations précieuses que je vous ai apportées. Adieu donc, et que la peste vous épargne. Sachez qu'un singe mendiant sait pardonner l'offense et n'est point rancunier. Ayant obtenu ce qu'il escomptait, faire croire au singe velu que la peste régnait au royaume de Sorrow, Pacaille se retira en essayant de garder son sérieux. Mais c'est avec des rires pleins la voix qu'il conta toute l'histoire à Sunshine lorsqu'il le retrouva un peu plus tard. Dès leur retour au palais, Sunshine alla voir la reine et la rassura sur le sort de sa couronne. Il en profita pour lui avouer comment aurait-il pu faire autrement, que son compagnon n'était pas moine muet mais singe savant. La reine voulut aussitôt savoir ce qu'un singe savant sait faire de plus ou de mieux qu'un singe ordinaire. Pacaille dut lui montrer quelques-uns des tours de prestidigitation et autres facéties qu'il avait coutume de présenter au cirque Quan Moon. Pour commencer, il lui subtilisa une boucle d'oreille qu'imprudemment elle avait déposée près d'elle tout en parlant. Il continua par un saut périlleux qui le fit atterrir sur une table voisine. Là, sortant de sa houppelande, un morceau de pierre blanche, il dessina un carré surmonté d'un demi-cercle et expliqua avec force gestes et mimiques que le carré représentait la terre et le demi-cercle le ciel. Les jours suivants, toutes les dames de la cour voulurent, elles aussi, admirer l'adresse du singe prodige. Ce fut l'occasion pour l'animal facétieux de déclarer que Sunshine, bien qu'il ne fût qu'un homme, pouvait lui aussi faire preuve d'adresse et se montrer presque aussi intelligent que lui. Un soir de pleine lune, les deux compères, se souvenant de certains jours heureux de leur vie d'autrefois, organisèrent un véritable spectacle. Et la reine en fut si ravie qu'elle proposa que le prochain conseil de royaume étudie la possibilité de créer dans la capitale un cirque-manège, pouvant donner une représentation à chacune des pleines lunes. La décision fut prise à la quasi-unanimité des membres du conseil. Seule une femme seule hocha la tête en signe de dénégation. Mais ne voulait pas donner les raisons de ses réticences. Aussitôt les meilleurs artisans, tels des abeilles laborieuses, se mettent à l'ouvrage, sous les yeux étonnés de Pacaille, qui ne pensait pas trouver tant d'énergie dans une troupe de travailleurs ne comptant ni hommes ni singes. Bientôt, des gradins s'élèvent à l'ombre d'un massif de flamboyants et de jacaranda. La première représentation attira grande foule.
Montés sur leurs fidèles coursiers, s'enchaînent et Pacaille simulent un combat à l'issue incertaine. Le singe savant, feignant d'être marade adversaire, se retrouve sur le sol après avoir tournoyé 3 fois dans l'espace en même instant, s'enchaîne debout sur son cheval, parcourt 3 fois le cercle magique, tracé sur le sol par une guirlande de fleurs. Il saisit au passage des torches enflammées, les jette en l'air et les rattrape miraculeusement, avant de rejoindre Pacaille à terre et de l'embrasser. Les dames et les demoiselles enthousiasmées rient de grand cœur et se mettent à chanter un chant venu du fond des âges. Zoga et Dago saluent, les jambes de devant dressées comme ils avaient l'habitude de le faire à Kwanmun, quand crépitaient les applaudissements. Les jours suivants, sur les conseils de Pacaille et avec l'autorisation de la reine, Sanchan recrute pour le cirque-manège une aimable personne, prénommée Pervenche Azurée, légère et souple comme un Jean de première pousse. Après quelques leçons, elle devient excellente écuyère et lorsqu'elle participe au spectacle pour la première fois, ses compagnes lui font un triomphe. Pour les deux compagnons, la vie semble combler leurs vœux. Avec le cirque, ils ont retrouvé les joies du spectacle et un peu du parfum de leur pays natal, sans avoir à supporter les imprévisibles colères de leur maître détesté. Et pourtant, Sanchen trouve bien lent le temps, bien monotone les journées. Depuis l'expédition chez les singes velus et la fête d'inauguration du cirque-manège, les pages de son cahier sont restées blanches. Prends garde, tu t'endors dans le miel au lieu d'affronter le monde, susurre dans son oreille une voix prenant des accents de son père adoptif. Ce soir, n'y tenant plus, il décide de demander conseil à Pacaille, son grand frère. Mais voici qu'accourt une messagère dont les paroles mêlées aux feuilles mortes d'un peu pliées volent vers lui. Les singes velus, ils attaquent le royaume.